Dans un colloque intitulé « Jacques Chevalier, un philosophe dans le monde », vouloir évoquer l'enracinement de Jacques Chevalier en Bourbonnais peut paraître très réducteur. Or, cela est justifié si l'on veut cerner la riche personnalité de ce philosophe, qui s'est toujours défini, avant tout, comme un enfant de Sérilly. Sérilly, où il naît en 1882, est alors un chef-lieu de canton du bocage bourbonnais, titre qu'il a perdu au profit de Bourbon-l'Archambault actuellement. Au nord-ouest du département de l'Allier, et surtout une petite ville, à l'époque, en bordure de la Chaînette Tronchet, qui est forte de ses 3000 habitants en 1882. Une petite ville en 1882 dotée d'un réseau commercial digne d'une sous-préfecture, à cause de son caractère excentré par rapport à Montluçon ou Moulins, chacune étant distante de Sérilly de 40 km, une distance qui compte à l'heure où le transport à cheval règne. De nombreux témoignages existent sur ses racines sérilloises et ses séjours à Sérilly. Pour les témoignages les plus anciens, ils ont été diffusés en partie par sa belle-fille, Joseph Chevalier, un des maîtres d'œuvre de ce colloque, qu'elle en soit vivement remerciée. Tout au long de sa vie d'octogénaire, au plus fort de son activité de professeur d'université, entre deux missions à l'étranger qui le conduisent à travers l'Europe, de la Suède à la Tchécoslovaquie, mais bien au-delà, jusqu'au Brésil, Jacques Chevalier séjourne pour son plus grand bonheur à Sérilly, où il rencontre des êtres de grande qualité humaine. Un charbonnier qui vit dans la forêt à longueur d'année pour fabriquer son charbon de bois. Un fendeur. Un modeste paysan, le père Caffi, qui est apparenté à un évêque missionnaire à Madagascar, Antoine Seva, et qui était très ami avec Jacques Chevalier. Tous ces gens-là sont source d'échanges fructueux, indépendamment de leur origine sociale, des uns et des autres. À une époque où, en Bourbonnais, les strates sociales étaient beaucoup plus tranchées qu'aujourd'hui. Une indication sur la fréquence de ces séjours en Bourbonnais est donnée dans un de ses derniers livres, paru en 1959, intitulé « Entretien avec Bergson », et qu'il m'a dédicacé au moment où j'entrais en classe de philosophie. Il est amené à citer 12 fois le nom de Sérilly. Il en parle, indique-t-il au lecteur, il y arrive, et cela seulement de 1908 à 1939, qui sont les dates chronologiques de cet ouvrage. Donc pour Jacques Chevalier, Sérilly fait vraiment figure de port d'attache. Mais dans l'esprit de Jacques Chevalier, Sérilly est indissociable de la forêt de Tronchet, qu'il sillonne à pied, car c'est un grand marcheur. Il a été le premier de ce coin du Bourbonnais à évoquer pour le grand public, avec lyrisme, mais Thierry Gosset vous en parlera tout à l'heure mieux que moi, la beauté des chênes, dont certains sont pluricentenaires, leur histoire, leur symbolique, et donc a publié des pages magnifiques sur Tronchet. Et cela, 3 jours avant son mariage, en un seul jet, quasiment à l'improviste. En effet, pour le 6e congrès de l'arbre et de l'eau, organisé à Montluçon en juillet 1912 par la Société Gay-Lussac de Limoges, il rédige une notice descriptive et historique de la forêt de Tronchet. Publiée l'année suivante, en 1913, cette notice de la forêt est suivie de plusieurs rééditions enrichies, annotées, illustrées, en 1930, 1950. Elle est reprise en 1966, 4 ans après sa mort.
La plus intéressante, semble-t-il, pour connaître la personnalité du philosophe, c'est l'édition de 1930, publiée à Paris par la maison d'édition Aux Horizons de France. Elle est agrémentée d'illustrations du talentueux graveur sur bois Paul Devaux, un Bourbonnais de Bellerive, qui devint un grand ami du philosophe. Bergson l'a lu lors de sa parution, et il en parle de manière élogieuse, car, je cite, « C'est la psychologie de la forêt et sa mystique que vous avez retracée là, les états d'âme nés d'une communion avec elle. » Fin de citation. Dans cette même édition de 1930, Jacques Chevalier fait une allusion à une rencontre à la Genêtelle, en bordure de l'étang de Troncet, Saint-Bonnet très exactement, du nom de la propriété, à l'époque, du conservateur des eaux et forêts Gustave Raffignon. Cette rencontre, on en a parlé ce matin et cet après-midi, a eu lieu en septembre 1925, et dans l'édition de 1930, il en parle, en disant qu'elle a permis à 8 philosophes, ses amis, ses disciples, de découvrir l'âme de Troncet. Cette rencontre de la Genêtelle est à replacer dans une activité peu connue de Jacques Chevalier, car elle n'a pas entraîné, comme cela vous a été dit, de publication. Et c'est donc la création et l'animation de 1921 à 1936 de ce qui a été appelé modestement groupe de travail en commun, réunissant des intellectuels de Grenoble, de Lyon, parmi lesquels, on l'a dit, Henri et Jean Guiton, Maurice Legendre, André Fugier, André Latreille, Emmanuel Mounier, qui entrecroisent leurs réflexions individuelles et qui bénéficient de l'aide d'un mécène lyonnais, industriel de son état, Victor Carlian. Mais, avec les crises politiques des années 30, le groupe implose. Que retenir de cette activité intellectuelle? Pas de revue, des échanges oraux et écrits. Ce groupe cherche, comme cela a été dit, à approfondir l'idée d'une croyance rationnelle en la vérité. L'idée centrale de ce groupe de travail, c'est de montrer comment la vérité unit étroitement la raison humaine à la foi chrétienne. Ces universitaires catholiques s'opposent ainsi au rationalisme laïque qui règne alors à la Sorbonne autour de Léon Brunswick. En entraînant en 1925 ce groupe de philosophes installés à la Genêtelle vers un atelier du fendeur au cœur de la forêt, Jacques Chevalier précise dans sa notice de 1930 que cette démarche a permis de méditer, loin des cabinets philosophiques, sur une idée essentielle à ses yeux, à savoir, la pensée doit se tenir au plus près du concret, parce que le réel présente un ordre individuel, articulé, infiniment varié, auquel l'art et la science doivent se plier. À la page 71 de cette notice de 1930, il affirme que le fondeur a sauvegardé le principe de l'ordre individuel du réel contre les atteintes du machinisme et de la science, en maniant avec dextérité, dit-il, le départoir pour trancher les quartiers de la bille et le coutre pour dégrossir et aplanir la douelle en suivant le fil du bois. Donc, il tire de cette observation l'idée que la vraie science, c'est la science de l'individuel, et il oppose à la force brutale de la machine l'intelligence humaine concrète, qui doit, dit-il, obéir à la nature pour la commander. Selon Jacques Chevalier, les lois ne servent à rien sans le discernement des choses et des êtres. Jacques Chevalier, outre ses échanges intellectuels à Grenoble et à Lyon, dans le cadre de ce groupe de travail en commun, eut un rôle non négligeable et un peu oublié aujourd'hui auprès des érudits bourbonnais de son époque.
Il présida notamment à Sérilly, les 11 et 12 septembre 1937, le 5e congrès de la vie intellectuelle des provinces du Centre. Ce 5e congrès a réuni une centaine d'intellectuels du Bourbonnais, du Berry et du Nivernais. J'ai eu entre les mains, et je la possède maintenant, un des derniers exemplaires de la plaquette qui a été diffusée à ce moment-là. Très belle plaquette, illustrée par son ami Deveau, et tous les discours sont reproduits. Dans son discours inaugural, dans la salle d'honneur de la mairie de Sérilly, Jacques Chevalier rappelle qu'en liaison avec l'organisation de ce congrès, ont été élaborés à Moulins, quelques mois auparavant, le 30 décembre 1936, les statuts des Amis de la Société de la Forêt de Tronchet. Société qui tient son assemblée constitutive en 1937, précisément lors du congrès. Au même moment, en ce matin de septembre 1937, à un autre étage de la mairie de Sérilly, se tient sous la houlette de Henri Buriot d'Arcil et d'Émile Guillaumin, l'écrivain paysan, l'auteur de La vie d'un simple, qui est un témoignage remarquable sur la vie des métayers bourbonnais à la fin du XIXe siècle, se tenait l'Assemblée générale des amis de Charles-Louis Philippe. Philippe, un ami de Jacques Chevalier. C'est un écrivain sérillois, un fils de sabotier très modeste, dont on a dit qu'il était le premier de la race des pauvres, ouvrez les guillemets, à entrer dans le monde des lettres. Un des fondateurs de la NRF, l'auteur notamment de Bubu Montparnasse, décédé prématurément en 1909. Et précisément, l'abbé, madame, dont vous parlez, c'est sûrement l'abbé Cabane, qui est le curé doyen de Sérilly de l'époque, ami de Verlaine et ami de Charles-Louis Philippe et aussi de Jacques Chevalier. L'après-midi de ce 11 septembre 1937, Jean Cassou, chef de cabinet du ministre, dit Jacques Chevalier, en oubliant de citer Jean Zay, dévoile la plaque de l'école primaire de garçons de Sérilly qui portera désormais le nom d'école Charles-Louis Philippe. Et il nous indique que le soir, en forêt de Tronchet, à côté du pavillon des Brais, deux sociétaires de la Comédie Française, Jeanne Sully et Julien Berthaud, à la lueur de puissants projecteurs, interprètent Le Baiser, une pièce du poète bourbonnais Théodore de Banville, mort en 1893. Ce fut un grand succès local, attirant des centaines de spectateurs. Que retenir des écrits de Jacques Chevalier sur la forêt de Tronchet en Bourbonnais? À ses yeux, la forêt donne une leçon de patience, de courage et de sérénité. Elle permet à ce philosophe de dénoncer les méfaits de la civilisation des villes, qui est à ses yeux, il nous le dit dans la notice de 1930, une civilisation mécanique, fruit d'une intelligence que ne vivifie plus l'esprit, indifférente aux valeurs spirituelles et morales. L'homme des villes, dit-il, utilise, manie inlassablement des mécanismes faits en Syrie et devient ainsi un être étriqué, factice. Pour lui, la forêt permet de retrouver la tradition, reposant sur la vraie civilisation qui, dans le silence et la contemplation, oriente la finitude humaine vers l'infini divin. L'écrivain de la forêt, qu'est Jacques Chevalier, critique le machinisme, le progrès industriel.
Il est attaché à sa terre, qui permet selon lui le retour aux vraies valeurs. Et je conclus en disant, il y a là des clés de sa pensée, expliquant sans doute son engagement politique quelques années plus tard. Merci.